Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue au Tripodcast, épisode 12. Avec qui je suis aujourd'hui, avec Pierre, ça va Pierre? Ça va Thibaut, très bien. Victor. Thibaut. Victor. Ça va? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on parle de Sorcerer de William Friedkin, sorti en 1977, et d'un film dont toute personne parle, Dune 2, sorti en 2024, réalisé par Denis Villeneuve. Moi, je propose de commencer direct en parlant de Sorcerer, donc on envoie un extrait de Sorcerer. Men who are willing to do a dangerous job. The men who qualify, they will receive exceptional wages. Only experienced truck drivers willing to risk their life can do it. Sorcerer, sorti en 77, qui est un remake du Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, sorti en... Oh, j'ai plus la date. Oh là là, Pierre, il tu sait vas pas, me poser c'est un- la non, honte mais- du 77. podcast, qui va. Non, Non, 50 quelque chose. Et pourquoi on en parle? Parce que ça a été remaké récemment sur Netflix avec Franck Gastambide. On vous conseille évidemment ce classique. Du coup, le salaire de la peur... Non, le convoi de la peur. Non, Sorcerer. Ah Pourquoi tu voulais qu'on le regarde? parce que c'est un film qui est considéré maintenant comme l'œuvre la plus réussie de William Friedkin et qui a bénéficié du coup d'une ressortie DVD, Blu-ray en remasterisé avec un cadrage parce que le film était déjà sorti dans une version dans les années 90 en 4/3 et pas dans la version qu'on connaît maintenant. Okay. Et William Friedkin adore, surtout dans ces dernières années, malheureusement, pour ceux qui ne savent pas, William Friedkin est décédé l'année dernière. Et avant de mourir, du coup, on lui a proposé de ressortir des films qu'il avait fait, notamment Sorcerer, mais aussi Cruising, dont on avait déjà parlé dans l'émission. Et donc, il s'est amusé à refaire le montage de ces films. Ok. Voilà. Alors, quels sont vos avis? Vos avis diffèrent. On sait que Victor, à la surprise générale, n'a pas aimé. Vas-y, commence d'ailleurs. Pourquoi t'as pas aimé Sorcerer? Bon, je sais pas, c'est pas très surprenant. Je trouve que d'habitude, on est plutôt d'accord. Et moi, je suis... Comment dire? C'est marrant parce que j'avais pas vu le nom de William Friedkin avant de lancer le film. Je savais même pas que c'était lui qui l'avait fait. Et je me suis dit pendant tout le film, putain, il est pas bien réussi ce film. Je me suis dit, il est pas bien réussi ce petit film et tout ça. Et écran noir, directed by William Friedkin. Je fais, ah bon, peut-être que je me suis gouré, peut-être que je me suis trompé quelque part. En tout cas, j'ai pas la sensation que ce soit énorme, quoi. Après, et pourtant, ça moi, et pourtant, il paraît que c'est énorme. Après, je peux me tromper, mais ouais, vous avez vu la bande-annonce, ceux qui regardent le Tripodcast. J'ai l'impression que tout est dans cette bande-annonce et merci aux producteurs de faire des très bonnes bandes-annonces comme ça. On n'est pas obligé de regarder le film comme ça. Non, moi, justement, alors j'étais avec deux potes, je l'ai lancé en me disant, bon, je sais pas dans quoi je me lance. Je ressors un film de 77 envoyé par Pierrot. Et ils ont trop kiffé, peut-être même plus que moi. Mais moi, j'ai vraiment aimé. Je sais pas, en fait, je trouve qu'on est dans l'empathie avec ces personnages alors qu'on devrait même pas. Parce qu'au début, on a des flashbacks où c'est un peu tous des enfoirés. Ouais. Et en fait, on est avec eux sur cette route du danger, là. En fait, on n'aime pas pitcher. Pas professionnel. C'est 4 mecs qui doivent transporter dans des camions de la nitroglycérine. C'est ça. Et en gros, s'il y a un petit choc, ça fait boum. Un super pitch. Et moi, j'étais avec eux et je voulais pas que la nitroglycérine se fasse boum, alors qu'en vrai, on s'en fout un peu, normalement, de ces personnages. Ouais, t'es malheureusement. Enfin, tu es comment le prologue au tout début, donc qui n'est pas dans le film d'Henri-Georges Clouzot. Hein. Enfin, je vais resituer un peu le truc dans son contexte déjà. Donc, il y a d'abord eu le roman Salaire de la peur. Ensuite, ça a été repris ça a été mis à l'écran adapté à l'écran par Clouzot, Georges-Henri Clouzot. Et ensuite, Friedkin, on lui a proposé de faire ce remake. Il avait vu le film de Clouzot une fois à l'époque, mais ça remontait à quelques années. Et quand il s'est lancé dans la production de ce film, il n'a pas voulu revoir le Salaire de la peur, histoire de ne pas être influencé par les images de Clouzot. Donc très vite, un scénario se met en place, scénario qui est de Waylon Green. Et Waylon Green, c'est le mec qui a écrit La Horde sauvage de Sam Peckinpah, donc grand scénariste, et qui a également, dans les années 90, écrit le scénario de L'Effaceur avec Arnold Schwarzenegger, de Chuck Russell, dont on a parlé pour The Blob, réalisateur. Voilà. Donc,
C'était pour la petite anecdote, hein, l'effaceur. C'est vraiment pas. C'est un des derniers films de Schwarzenegger qui est J'irai entre voir. guillemets regardable, quoi. Bon. Ok. On est à la musique Tangerine Dream, qui pendant le tournage du film n'a pas eu connaissance des images. Ils avaient juste connaissance du scénario. Donc en fait, ils ont écrit toute la musique juste avec un pitch du film. Et je trouve qu'ils s'en sont vachement bien démerdés parce que ça colle parfaitement aux images. Alors, à la base, le casting du film original, il devait y avoir Steve McQueen, il devait y avoir Lino Ventura, il devait y avoir Marcello Mastroianni et Amidou. Donc en fait, de ces 4 personnes, il n'y a que Amidou qui finalement reste au casting. C'est-à-dire que les conditions de tournage, Friedkin voulait à tout prix tourner loin des États-Unis, donc on lui a proposé la République dominicaine. Et quand Steve McQueen a entendu parler de ce tournage, il a voulu en faire partie. Donc il appelle Friedkin au téléphone et il lui dit « D'accord, je veux bien, mais là je vais pas partir sur un tournage pendant 1 an si j'emmène pas ma copine avec moi. Donc est-ce qu'il y a moyen de l'intégrer à un poste de script ou machin ?» Et en fait, Friedkin, il a dit « Non, elle viendra pas, quoi. » Tu vois. Donc il a vraiment essayé de lui forcer la main, McQueen, mais Friedkin, comme à son habitude, j'ai envie de dire, l'a envoyé chier en fait. Et du coup, Lino Ventura, quand il a su que Steve McQueen ne pouvait pas venir, il a dit non plus. Marcello Mastroianni, qui était avec Catherine Deneuve à cette époque-là, et il me semble qu'ils avaient un enfant, et donc en fait elle lui a dit non, si c'est pour que tu partes 1 an à l'étranger et pas t'occuper de ton gosse et pas être avec moi, ça va pas se faire. Donc voilà, donc tout ce beau casting est tombé à l'eau, et du coup ils ont été remplacés derrière par donc Roy Scheider, qui joue le shérif dans Les Dents de la Mer, par Bruno Kremer, du coup, donc le commissaire Maigret, et Francisco Rabal. Et pour la petite histoire, Francisco Rabal, c'est lui qui à l'époque devait incarner le méchant dans French Connection. Et pour continuer dans l'anecdote, en fait, pour le tournage de French Connection, l'agent de Friedkin lui dit d'accord, tu veux Francisco Rabal, je vais le contacter, etc. Et Friedkin devait aller le chercher à l'aéroport un peu avant le tournage. Et en fait, quand il voit le mec arriver, il dit mais c'est pas du tout Francisco Rabal, c'est pas lui. En fait, c'est un autre acteur français. Et donc, il a pris lui pour jouer le grand méchant, donc Charnier, dans French Connection. Ensuite, du coup, toute cette équipe va partir gentiment en République dominicaine. Et en fait, à partir de là, ça va être l'enfer pour tout le monde. Parce qu'il y a au moins 50 personnes qui vont soit tomber malades, soit ils vont se faire prendre en flag par des agents infiltrés dans l'équipe, des agents de la République dominicaine qui sont venus... parce qu'en fait, quand Friedkin arrive, tout le monde sait que c'est le réalisateur de L'Exorciste. Donc tu as des gens qui ont peur. Tu en as qui partent, en fait. Parce qu'ils se disent, ce mec-là, il va ramener... C'est pas que c'est un fou furieux, c'est qu'il va ramener quelque chose le mauvais œil dans le village, quoi. Et donc, il y a des gens des mecs infiltrés de République dominicaine qui vont intégrer le tournage et ils vont voir comment ça se passe, et à un moment donné ils vont aller voir Friedkin, ils disent bon voilà, ce mec là, cette personne, eux consomment de la marijuana, il faut les virer tout de suite, tu les dégages, sinon on annule le tournage. Donc en fait Friedkin il a commencé à virer une bonne partie de son équipe technique, il a continué le film. Pareil, il s'est débarrassé de son chef opérateur qui gérait la lumière, quoi. Ils ont eu un désaccord, il a dit tu dégages, je te remplace par quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Pour vous dire un peu l'ambiance de tournage que ça a été. Ça se sent dans la scène du pont est-ce qu'on peut montrer la scène du pont? Si c'est possible, on envoie un extrait avant d'en parler. Mais c'est une scène où tu sens que c'est forcément un enfer à tourner. C'est ça. Parce qu'en 77, et tu vois qu'il pleut, il pleut comme c'est même plus vache qui pisse. Les caméras, elles sont n'importe où dans les arbres et tout. Tu te dis, mais ça pour tourner, comment ils ont fait, tu vois. Mais c'était l'enfer. J'ai une citation de Friedkin qui dit « Dans la jungle, il était difficile de tourner autrement que caméra à l'épaule. Les caméras devaient être prêtes à capter tout ce qui se passait en direct. La perfection d'un plan ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est la spontanéité. Et mes films sont toujours enracinés dans une certaine réalité. Par contre, pour le petit côté de la perfection d'un plan ne m'intéresse pas, quand tu vois la scène du pont qui a nécessité à elle seule 3 mois de tournage et 4 millions de budget pour un budget total de 22, c'est quand même le morceau de bravoure du film. Et quand tu arrives à cette séquence, moi je trouve que c'est une séquence...
les plus réussis au monde, quoi. Vraiment, t'es dans un état de tension pendant toute cette scène, de voir le camion qui a 2 doigts de se renverser, sachant qu'il y a de la nitroglycérine à l'arrière, tu te dis, il peut se passer n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment en plus une vision ténébreuse. La manière dont les camions sont designés quand ils les choisissent au début et qu'ils les retapent, et ensuite qu'ils prennent la route avec eux, je sais pas, là on le voit sur l'image, ce camion, tu sais, en fait ça fait un peu penser à comme ils ont des têtes de dragon un petit peu, tu sais, ils sont custom avec le radiateur et de chaque côté la fumée qui sort. C'est comme si ils faisaient avancer donc du coup 2 monstres dans la jungle. D'ailleurs ces camions portent donc il y en a un qui porte le nom de Sorcerer et l'autre c'est le nom de Lazarus. Et à savoir aussi que Sorcerer, en fait, quand Friedkin commençait la pré-production du film, il avait en tête, il écoutait, parce que c'est un gros féru de jazz, il écoutait un album de Miles Davis qui s'appelle en fait Sorcerer. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a choisi il s'est dit ça pourrait coller. Parce qu'en fait, il y voyait dans le scénario du film l'esprit sorcier du destin, pour reprendre les paroles de Jean-Baptiste Toré qui voit le film comme ça. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Le film, en fait, va te poser la question du destin de tous ces personnages qui sont dans le prologue à des endroits différents de la planète et qui vont se retrouver à un moment donné ensemble, mais vraiment dans le trou du cul du monde, quoi. C'est vraiment... Ils sont en quête de rédemption. C'est ça, ils sont tous en quête de rédemption, mais tu sais déjà une fois que t'es sur place, parce que le cut arrive, cette séquence d'exposition où on voit ces personnages, ça prend un petit peu le temps. Ça prend carrément ça prend 40 minutes. Ça prend 40 minutes, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment 40 minutes nécessaires, quoi, parce que sinon, il n'y a aucune raison tu vas pas t'attacher à eux comme ça, quoi. Si on devait commencer le film directement en République Dominicaine. Et en fait, moi, c'est ce cut. Je crois que la dernière scène qui conclut le prologue, c'est justement cette scène avec Bruno Kremer. Ah non, pardon. Il se barre en courant, Roy Scheider. Ouais, il se barre en courant, mais après, on est à Brooklyn avec Roy Scheider. Ouais. Et en fait, d'un coup d'un seul, tu te retrouves en République Dominicaine. Et là, tu as le choc, en fait. Et tu as l'impression vraiment d'être en enfer, en fait. Ça commence limite comme un... Tu sais, ça part un peu docu, les premières scènes en République Dominicaine, tu sais, on voit des civils et tout, des animaux. Et du coup, on est directement ailleurs et on comprend un peu à la longue. Et justement, c'est ça, du coup, la première lecture, entre guillemets, c'est 4 mecs qui ont fait un péché, on va dire, pour l'argent. À chaque fois, c'est pour l'argent en général. Et du coup, c'est... Bon, voilà, ils sont punis à être dans cet enfer-là. Mais qu'est-ce que vous avez compris d'autre du film ? C'est quoi ta lecture du film ? Qu'est-ce qu'il dit à toi ? C'est à peu près ça, hein. De toute façon on a déjà tout dit. Enfin moi j'ai l'impression d'être vraiment passé à côté du film, puisque je me suis pas surpris, enfin j'ai pas été surpris pendant le film. Je me suis dit ah ok, du coup on est dans le prologue, là on va partir pour un moment donné, ah bah il y a un personnage, ah il y en a un deuxième, ah bah j'attends le troisième, ah j'attends le quatrième, et du coup le début m'a paru très très long. Très très long. J'ai du mal à me mettre dans le film. À un moment donné, il y a cette course à qui va faire le chauffeur. Et je me dis, ah ok, donc le film, c'est plus sur ces 4 pélos, on va parler en fait du convoi. Ah, c'est ça le film. Et j'ai l'impression d'avoir regardé 2 films en fait, quelque part. Parce que je les trouve pas très liés. La façon de réaliser dans la première partie du film et la deuxième partie du film, du coup, je sais pas. Moi, je suis vraiment passé à côté du film. J'ai trouvé que les acteurs étaient en deçà. Ah non. Moi, je suis catégorique. Hein. Moi, j'ai trouvé que le jeu, il est daté. Non, on ne pourra pas traverser l'arbre. Ah, tu vois, j'étais un peu bon. Allez, on avance, s'il vous plaît. Vous avez fait tout ce chemin, vous avez fait un pont. C'est pas un séquoia ou j'en sais rien vous avez de la nitro en plus. On le sait qu'ils vont l'utiliser, quoi. Moi, je sais pas, justement cette scène avec l'arbre, elle est trop bien, je trouve. Trop bien. J'aime bien la scène, j'aime bien la séquence, mais tout ce qui est avant de la réflexion de se dire non, c'est fini, je vais dans le marais avec ma machette et moi je trouve ça complètement ouf, quoi. Tu sais, le mec il est vraiment en désespoir et c'est là où tu te prends d'empathie pour eux. C'est des mecs qui n'ont rien à perdre visiblement et en fait t'as encore une épreuve à passer et le truc, ce qu'il faut retenir de ce film, c'est qu'en fait ces 4 personnes vont faire un acte mais héroïque, mais de ouf, quoi, tu vois, suicidaire en fait. Héroïque. Kamikaze. Ah ouais, à ce point-là. Pour moi c'est des héroïques. C'est des héros. Ah ouais, carrément pas. Hein. Moi, je l'ai pas vraiment vu. Carrément pas. Hein. Ah pour moi c'est plus égoïste, en mode ils veulent juste s'en sortir. Ouais, il y a ça aussi. Là-bas mais traverser le pont, se débarrasser d'un tronc d'arbre énorme à coups de nitro.
en utilisant le savoir-faire de tout le Ouais, monde. parce que maintenant qu'ils sont là, ils veulent aller jusqu'au bout. Mais C'est- de base, c'est pas vraiment. Ils vont pas vraiment pour sauver la mine, ils vont pour sauver eux. Oui, parce qu'ils espèrent Ouais. obtenir de la thune Ouais. et puis quitter le pays très vite, quoi. Mais quelque part, tu le sais déjà qu'ils sont condamnés à rester en République dominicaine et jamais en sortir. Je pense qu'il faut qu'on passe à la partie spoil pour Ok. pouvoir On va continuer d'en complètement parler de partir. manière pertinente. On est déjà parti, mais. Là, allez, là, on y est vraiment. Le moment où les deux ils meurent là, Ah c'est ouais. trop marrant parce que y a un pote qui dit mais là c'est bizarre qu'il y a personne qui meurt et tout, ça se passe presque bien. Et vraiment la scène d'après, il roule sur le caillou et boum. Ouais. Et je me suis dit ok, Alors- en fait ils vont pas tous finir, ils vont pas tous y arriver et ça c'est intéressant je trouve parce que si les 4 avaient réussi, bon c'est un film, ça aurait été un film moins intéressant parce Ouais. que c'est juste une aventure quoi. Là il y a personne qui arrive. C'est ça qui est vraiment fort, c'est qu'après cette scène du pont, donc qui dure déjà un bon quart d'heure, et tu te dis, ah, enfin, ils ont réussi à le passer, super, ça va rouler. Et là, tu as Bruno Kremer qui prend sa montre. Et Ouais. en fait, la montre, ça rappelle forcément le prologue qui se passe à Paris. Et là, c'est un peu le passé qui le rattrape quelque part. Et tu sais, quelque part, à ce moment-là, qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, si vous revoyez bien le film, et notamment vraiment la scène, le moment où le pneu il éclate, en fait, c'est pas du tout un caillou ou une crevaison, Il tire c'est dessus. qu'en fait, on lui tire dessus. C'est Mhm, un tir qui vient de l'extérieur, et c'est en fait les rebelles Bien sûr. qui sont postés un peu plus en amont de la route, quoi, qui vont les abattre, quoi. Je trouve ça incroyable, vraiment c'est un truc de ouf. Pour la petite histoire, la scène du tronc là, il y a le producteur qui vient à ce moment-là où Friedkin est en train de tourner la séquence. Le producteur il est avec sa copine, ils arrivent, bonjour, salut, et en fait ils sont à deux doigts de faire péter le tronc et en fait donc ils se tiennent derrière la caméra et Friedkin dit action et en fait il se passe rien du tout, il y a un gros ratage. Donc ils remettent tout en place, etc. Et en fait, quand Friedkin tourne le producteur, il s'est déjà barré en hélicoptère, il est parti. Et en fait, donc ils n'ont pas de solution pour faire péter ce tronc. Et du coup, Friedkin, il a fait appel à un pote à lui qui est venu en avion. Et dans une valise, en fait, il avait de quoi faire il avait des explosifs dans sa valise, en fait. et du coup, le mec, il a vu le tronc avec sa valise, il dit ouais, c'est bon, je m'en charge. Et en fait, ce qu'on voit à l'écran, C'est réel. Voilà, tu triches pas. Et l'explosion, elle est incroyable, quoi. Donc Mais c'est un vrai vraiment, arbre qui a été c'est- dégommé Ouais, c'est un vrai paquet. en République dominicaine. Ouais. Bah putain, c'est bien les films. C'est un arbre. Ouais, c'est un Il y en a arbre, ça plein. va, ça Il y en a va. plein. Il y a également Ils l'ont la- déraciné peut-être pour le tournage, c'est cool. Il y Ah, il avait, était déjà tombé je pense. Ouais, ouais. il y avait aussi pendant le film une compagnie pétrolière qui était installée là-bas. Et donc, ils ont approché Friedkin, sachant qu'il allait tourner des scènes. Mais en fait, le mec de. Comment le patron de cette firme quoi, de pétrolière pensait pas qu'en fait Friedkin allait leur donner une très mauvaise image en fait. Enfin, parce que. Ouais. L'aigle noir, plus, Ouais, plus voilà, très mais- très grand, un gros logo. Je trouve ça trop bien qu'il ait fait ça, tu vois, dans son dos, sans lui dire. Et puis c'est vachement chargé de symbolique, quoi. Et Oui. Et voilà. Il y a aussi, il y a toute une scène après avec les gardes où tu vois des gens du coup travailler pour cette station pétrolière. Ils sont ramenés parce que ça éclate. Enfin, c'est ça qui va. Il y a un incendie ouais. Il y a un incendie, donc c'est ce qui fait qu'on On a besoin de nitro on a besoin pour de couper nitro le- pour couper Le flou, pour arrêter quoi. les flammes, quoi. Et donc, quand ces gens reviennent tous calcinés, là, tu as tout ce peuple qui commence à se soulever auprès de l'armée. En fait, il faut savoir que l'armée, c'était vraiment des gens de Tsahal que Friedkin il leur a demandé de gérer cette situation de crise comme s'il le faisait en vrai, quoi. Ok, Donc, c'est vraiment des vrais militaires qu'on voit à ce moment-là. ok. Et Avec c'est des vraiment la images. solution, parce que je me suis pas documenté sur les Faire péter. Bah, faire péter un flux, de coup, c'est une Ouais, vraie solution. il faut le faire exploser pour que en fait, la Terre recouvre tout. Tu as ça dans There Will Be Blood Oui. de Paul Thomas Anderson. Bien sûr, ouais. Ok. Ça. Ok. Et la toute fin, La toute fin, oui. pourquoi il s'en sort pas? Mais parce qu'il est condamné à mourir, ce personnage. Ouais. Jamais il reviendra, c'est pas possible. Tu as cette vieille dame là qui lui donne quelque chose dans sa main, Porte-bonheur. porte-bonheur, mais en fait, pas du tout. Il faut interpréter ça comme si c'était la mort qui lui donnait quelque chose. Et en fait, à la fin du film, il la Elle revoit. le donne aux Français, non? Elle le donne à... Elle le donne, à Kramer. ouais, elle le donne aux Français, mais après le Français le transmet à. Il me semble que c'est. Ah ben non, en fait, elle Je sais le plus donne, quand elle le donne aux récupère. Français. Non, il lui rend pas, je crois. Non, Il non, lui il lui demande rend une pas. danse.
Ouais, c'est ça. Elle lui demande une danse. Et tu peux interpréter ça comme si Roy Scheider, à la fin, dansait avec la mort, en fait. Juste avant ça, tu as un long plan sur son visage, hyper marqué par le voyage qu'il vient de traverser. Et tu vois vraiment, il a des cernes. Et sur son visage, tu peux voir qu'il y a, le mec sait qu'il s'en sortira pas, en fait, parce que même l'argent qu'il a gagné finalement, je sais plus si, il l'a, mais tu vois, c'est un chèque, on sait pas, il va se faire accompagner, je sais pas quoi, par un gars qui va lui donner non mais t'inquiète, et au final il se fait rattraper par les mecs du début, le frère du prêtre. Ouais. Je sais pas, moi c'est marrant que vous disiez que vous avez été pris d'empathie avec les personnages parce que justement... Quelque part oui en fait, sur certaines scènes, mais après rien d'empathique dans ces personnages du coup. Moi j'ai trouvé qu'il y avait rien d'empathique dans ces personnages où on sait qu'ils ont fait un truc qui était peut-être impardonnable, c'était pas des personnages où tu as envie de prendre d'empathie, ils sont dans la merde à un moment donné parce qu'ils sont choisis aussi de s'expatrier pour ne pas subir les conséquences de leur acte. Et j'espère bien qu'ils vont souffrir pendant tout le film, en fait, qu'ils vont se questionner sur ce qu'ils ont fait. Et ils sont là, pas de problème. Un jour, j'espère retourner dans mon pays. C'est peut-être pas tant de l'empathie, c'est plus de... T'as quand même envie qu'ils y arrivent, en fait. Ah ouais, pour ces 3 morceaux de bravoure qu'il y a dans la deuxième partie du film, t'as envie de les voir traverser ce pont, t'as envie de les voir venir à bout de ce tronc. Mais ils se posent même pas la question pourquoi est-ce qu'ils sauvent... Parce que finalement, vous dites... Il y a la mention peut-être que c'était des héros. Pourquoi c'est des héros, quel acte héroïque ils ont fait? C'est plutôt des anti-héros, tu vois. Mais complètement. Ouais. Après, dans le cinéma, les personnages sont caractérisés au travers des aventures qu'ils vivent et des étapes qu'ils arrivent à franchir. Et donc, on peut retrouver des codes quelque part. Moi, je dis, c'est des super-héros de leur temps, tu vois, même si c'est des anti-héros. Mais tu te retrouves à certains moments pris d'empathie pour eux, jusqu'à ce qu'à un moment donné, t'en as un qui dise j'espère qu'ils s'en sortiront pas, comme ça on partagera en deux. Et là, à chaque fois, tu te reprends le côté négatif du personnage. Et c'est ça que j'aime bien, c'est toujours, t'es dans cette bascule entre les deux. T'as le doute, tu dis, mais moi, comment je me positionne en tant que spectateur par rapport à ces personnages? Mais en même temps, t'as envie de les voir aller au bout de ce chemin. Enfin, voilà. Donc, le budget 22 millions pour un box-office du coup qui en a rapporté 5,9. Et alors là, ça sonne le glas pour William Friedkin parce qu'en fait, il s'est fait prendre de court par Star Wars qui sort quelques semaines avant. Semaine après, je crois. C'est semaine après. C'est semaine après, pardon. Et donc à partir de là, Friedkin il va déchanter parce que jusque-là, il se prenait pour un auteur, etc. Et donc suite à ce film, ça va être un gros flop. Évidemment, il s'en remettra jamais en fait, parce que pour lui c'est le film de sa vie, quoi. C'est le meilleur film de Friedkin, d'après Friedkin. Et à partir de là, il enchaînera des projets. Ce sera en dents de scie, quoi. Il y aura des films, notamment Police fédérale Los Angeles, que je vous invite à voir si vous l'avez pas vu, c'est vraiment excellent. Il y a aussi après, plutôt dans les années 90, on a Traqué avec Tommy Lee Jones et Benicio del Toro. Une espèce de relecture de Rambo qui est vraiment bien. C'est parmi ces 3 derniers films, je vais en citer 2 qui sont Bug et c'est un huis clos sur la transmission de la paranoïa, c'est vraiment bien. Et l'avant-dernier, Killer Joe avec Matthew McConaughey qui se passe dans le bayou, c'est vraiment un film excellent, hyper choquant, c'est avec une scène de pilon de poulet. Si vous voyez le film, vous vous en rappellerez toute votre vie. Ok. Ça nous permet de conclure sur Sorcerer. Du coup, petit dernier mot, est-ce qu'on recommande? Moi, je recommande. J'ai vraiment passé un bon moment. Toi, moi, pas du tout. Après, il y a des trucs, parce que j'aimerais bien dire aussi que le film, il y a des choses quand même qui se passent plutôt pas mal. Notamment, on n'en a pas parlé, des training montages qu'il y a dans le film qui, je trouve, ont quelque chose qui font qu'un film est il y a un montage qui fait que c'est un bon montage et que tu as envie d'y croire. Tu sais, moi, j'aime bien les plans où... D'un coup, ils sont mécanos. En fait, c'est ça. Tu les vois toucher de la mécanique, tu vois l'acteur toucher, du coup, ça devient plus un acteur, ça devient le personnage. Et moi, j'aime bien quand on touche aux objets, j'aime bien quand on fait des actions mécaniques. Je comprends bien ce qui se passe à l'écran. Et il y en a 2, du coup. Il y en a un où ils préparent les camions. Et on sent vraiment de la bricole. Ils sont en train de créer leur monster truck. D'ailleurs, il y a cette scène, on va vous la mettre. Donc, une fois qu'ils ont fini de customiser leur camion et prêts à partir, ils sont filmés en contre-jour en fond bleu. C'est une image qu'on voit dans la bande-annonce. Et là, tu as les lumières qui viennent s'allumer avec les notes de synthé de Tangerine Dream en même temps. Et ce plan-là,
il a 10 ans d'avance en fait sur tout ce qui va découler dans le cinéma des années 80 ou même Cameron et tout, tu vois, avec une lumière hyper bleue. Même Michael Mann va reprendre ça pour Le Solitaire, tout ça. Enfin, vraiment, il y a des morceaux de bravoure incroyables dans ce film. Donc il y a quand même des très beaux plans et une histoire qui nous a appris. Donc on recommande Sorcerer quand même. À 200%. Classique, Vite fait. Et Victor, t'es d'humeur critiqueur, donc on va enchaîner sur du pur plaisir pour toi. Yes. On va enchaîner sur Dune 2. J'ai hâte. On va envoyer la bande-annonce et on va en parler. They were massacred alongside my father. My father didn't believe in revenge. We believe in Fremen. Lisa Nalgaï. Elle est longue cette bande-annonce. Ouais. Elle est aussi... Dune 2, Denis Villeneuve 2024, avec un casting qu'on connaît, une histoire qu'on connaît. Victor, toute la bande-annonce, il a rigolé, là, il trépide d'impatience. J'ai failli m'endormir. Commence si tu veux. Par quoi on commence? Vous voulez commencer par quoi? Moi j'ai noté des points forts si tu veux. Déjà à dire. Bah vas-y. Parce que j'ai un tout petit peu aimé moi quand même. T'as un tout petit peu aimé? Bah moi j'ai bien aimé. Alors c'est pas très clair dit comme si ça. Je puis me permettre, ouais. Si je puis me permettre, tu as pu aimer le film une fois que j'en aurais parlé. Je te le dis. En vrai en termes d'univers, de science-fiction et d'immersion sur grand écran, ça fait quand même un peu plaisir je trouve. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu, tu vois, des images comme ça, une musique et tout qui super. me met dans la gueule. Je trouve. Trop cool. Depuis, je sais pas, moi, depuis peut-être Fury Road ou depuis, je sais pas exactement. Quelle histoire. Non, mais je trouve, tu vois, le son, etc. Moi, quand même, pendant la séance, c'est cool en vrai. Si, c'est vrai. Il y a un beau travail sonore. Absolument pas d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Et toi, tu l'as vu dans ton canapé, toi? Non. Bah tu rigoles. Il est encore au cinéma. Je vais pas m'amuser à télécharger des films. Non. Ouais, et aussi le discours sur le Messie, etc. Le côté remise en question des Messies, du leadership. Et voilà, après, les points faibles, bon, je n'ai pas besoin de les citer, t'en as autant que moi, je pense. Bah ouais, je suis prêt à démonter tout le film dans l'entièreté, hein. Même au travail sonore. Je trouve qu'à partir d'au bout de 45 minutes, c'est bon, on a fait le tour de la BO qui vont nous remettre en boucle pendant tout le film. Cette musique, on entend quand même pendant tout le film, au climax, dans l'intro, tout le temps, sans arrêt. Il y a un moment donné, ça fait 2h46 que je suis en train de regarder le même film et ils me sortent la même BO pour toutes les séquences. Ça a déjà été fait dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Non mais c'est moi je trouve que c'est le film, franchement, je vais vous le dire, hein, mais c'est le film le plus surcoté que j'ai vu de ma vie. Hein. J'ai jamais entendu un film où on me disait que ça allait être le film de la décennie comme ça. J'ai jamais aussi... Enfin, j'ai passé un moment, on va dire, tellement fade pendant ce film. Je me suis dit, putain, ça aurait pu être une pub Dior, quoi, tellement c'était filmé de façon si académique. On voit rien de Arrakis, on voit rien de cette planète, on voit rien de la civilisation qu'on nous avait promis dans le 1. On devait normalement être au cœur de la civilisation Fremen. Les Fremen dans le film, c'est 3 plans. C'est-à-dire que tu vois rien, tu vois même pas l'endroit où ils vivent, tu vois une flaque d'eau et tu vois tu vois un plan super large où ils sont tous assis. C'est ça la civilisation des Fremen. Franchement, c'est super décevant. Et il y a plein de trucs comme ça dans le film qui te disent tiens, pourquoi je me contenterais de ça en fait? Pourquoi est-ce que vous avez pas mis plus? Il y a plein de choses. Je trouve que le film n'est pas généreux du tout. On ne comprend rien à l'univers de Dune. J'ai pas lu les livres aussi, c'est ce que je voulais dire. C'est que j'ai pas lu les livres, donc voilà, je ne juge que le film et c'est tout, quoi. Après, quand tu vois que même David Lynch et avant lui, il y avait eu d'autres réalisateurs qui voulaient réaliser cette version de Dune là. Donc en 84, on a le fameux Jodorowsky. Il y a d'autres personnes avant David Lynch qui ensuite ont voulu s'essayer à adapter Dune en film, et peut-être qu'en fait ce qu'il faudrait retenir de Dune, c'est que c'est peut-être pas adaptable en fait. Non mais complètement, c'est une histoire qui est datée. On a déjà eu enfin franchement les gars, l'histoire sur les sauvages qui ont de la bravoure et qui vont défier l'Empire, mais combien de fois on l'a eu, quoi. Je veux dire, c'est tout le temps la même histoire. On te dit que c'est une nouvelle histoire. Alors là, c'est toujours la même chose. Moi, je suis désolé, mais le film, pour moi, il est passé à côté de moi. Hein. Timothée Chalamet, je le trouve insipide dans le film. Zendaya, je trouve que il y a que elle qui porte un peu le film avec Javier Bardem, avec le fanatisme du personnage de Javier Bardem. À part ça, le film est très très peu généreux. Il est très radin. Il te montre que 2 trucs.
Moi, j'ai retenu que 2 trucs de l'univers, hein. Les tuyaux pour aspirer l'humidité des corps et les armures qui l'évitent. Sinon, en termes de vaisseau, en termes de costumes, en termes d'armes, en termes de tout ce que vous voulez, c'est le copier-coller du 1. C'est-à-dire que t'as pas de nouveaux vaisseaux. Alors que même Star Wars fait l'effort dans ses 3 trilogies de faire évoluer les vaisseaux aussi pour donner des designs qui sont différents, pour te dire bon bah voilà, il y a d'autres choses dans le film, tu peux aller voir, là il y a rien. Là on est sur les mêmes vaisseaux que dans le 1, il y a aucune intérieur de vaisseau dans le film et ça c'est super dramatique pour un film de SF. Je veux dire t'as on sait même pas comment on récolte l'épice dans le film. On ne sait même pas c'est quoi l'épice. On parle pas assez de l'épice. Non mais on parle de rien dans le film, c'est que du vide. On te montre des combats au couteau que même dans des séries c'est mieux filmé. Les combats sont tellement nazes que à un moment je me suis dit bah attends, c'est pas possible là. Il y a aucun plan qui en vaut la peine. Moi je suis en colère contre le film. Moi j'ai attendu cet épisode du Tripodcast avec impatience pour vous en parler. Tu dis qu'il est pas généreux, c'est le côté beaucoup de critiques qui disent que c'est de la pub de parfum comme tu dis. C'est qu'il y a beaucoup de gros plans sur les stars et un des problèmes qui fait qu'on rentre pas dedans, c'est qu'ils sont propres. On met 2h46. Timothée Chalamet et Zendaya, ils sont toujours ils sont beaux, ils ont le teint nickel et tout, alors qu'ils vivent dans le désert depuis des mois, tu vois. Ou dans Sorcerer, tu vois, les acteurs au bout d'une heure ils sont dégueulasses. Exactement, ouais. Ils sont dans la jungle, ils sont dégueulasses. Après ça, je veux bien croire parce que ça aussi, c'est un truc que je regarde beaucoup aussi des youtubeurs qui refont un peu l'histoire, tu sais, dans les films et ils disent bah ouais, mais les films de chevaliers où ils sont tout le temps sales, bah c'était pas comme ça au Moyen-Âge du tout. Tout le monde se lavait, il n'y avait pas forcément toujours des gueules sales et tout ça. Donc à la rigueur, ça, je peux comprendre. Il se soigne, il se regarde dans la glace avant de partir le matin. C'est toujours des gros plans avec du coup des gros flous d'air et du coup on n'a pas, même si c'est que du désert, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, tu vois, de la planète. On n'a rien. Moi il y a plein de trucs qui vont pas dans le film par rapport à cette planète, par rapport à l'univers, où est-ce qu'il fonctionne. Il y a un truc que j'ai entendu personne en parler, mais il y a tellement d'ellipses. Les personnages voyagent de planète en planète et on s'en fiche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais pas où est Gidi Prime, donc la planète mère des Harkonnen. À un moment, il y a des personnages, ils font des sauts temporels comme ça. On t'explique pas, on ne voit pas les voyages aussi. C'est trop simple de montrer des personnages dans des planètes. Bah voilà, là il est là après la séquence plus suivante, il est là et tout. Non. Il faut que tu nous montres comment est régi ton univers. Sinon, je ne peux pas y adhérer. J'ai pas franchi le seuil d'incrédulité, ce qui fait que je suis pas rentré en immersion. Les couteaux, les batailles au couteau, alors que vous avez des pistolets laser qui détruisent des trucs à 100 km, comment ça se fait que vous vous battez au couteau? Ouais, l'honneur, nanani, nanana. Ouais, mais non. Contre 2 mecs drogués et un mec qui a pas mangé depuis. Bah, à la rigueur, cette séquence, moi je l'aime bien parce qu'elle fait. Il y a des costumes, il y a des décors, il y a une façon de faire de l'image où ils se sont dit ah bah non, là c'est Gidi Prime, il faut que ça ressemble à autre chose que les autres planètes. Ok. Ouais, mais le combat, pourquoi il se bat contre des mecs drogués comme ça? C'est pas le personnage est censé monter. Le personnage est bien introduit, je trouve. Il fait flipper. Et là, il tue des mecs qui sont complètement drogués. Comme je disais, j'ai pas lu les livres, du coup scénaristiquement, je peux rien dire puisque je trouve pas que le scénario tient pas debout. Moi, je trouve que c'est la réalisation de Villeneuve. Ça fait 3 films qu'il a un peu en deçà de ce qu'il sait faire, moi je trouve. Il commence à s'habituer à des plans où il y a du vide, des angles. Ça me rappelle beaucoup le 1 en fait, où je me disais putain, dans le 1, il n'y a pas grand chose. T'as pas beaucoup de costumes, c'est des costumes de plastique quoi. Et c'est terrible, j'arrive pas à comprendre la promo qu'il a eu ce film, je ne comprends pas comment il a pu marcher ce film, c'est pas possible. Et c'est le casting, c'est la licence. Bah ouais, mais ça suffit pas, et dans ce film ça suffit pas. L'Empereur, excusez-moi, mais on a vu plein de films, on connaît plein d'histoires où l'empereur, bah c'est censé être la puissance de la galaxie. Quand il va quelque part, tout le monde le sait. On a des exemples des empereurs dans les autres films. Je cite Star Wars avec l'étoile de la mort. Donc des choses qui font très peur, des choses très puissantes qui sont même... tu peux pas les quantifier tellement c'est énorme. Il arrive avec son petit vaisseau, il y a 15 pélos dans son vaisseau. Ah merde, on se fait attaquer, tu vois. Mais non, mais wesh, où est-ce qu'on va? Et surtout, on te montre pas la bataille de fin.
Et ça, c'est inadmissible. Elle est en hors-champ. C'est inadmissible. Je trouve ça inadmissible. On te dit, c'est trop facile. C'est trop facile de te montrer un film où on te dit, bah, il va y avoir une putain de bataille. Et en fait, t'es là, il y a des tremblements de terre dans une salle qui est pas plus grand que le studio, là. Alors que t'es l'empereur, t'arrives avec 150 000 vaisseaux s'il le faut pour montrer que t'es là. T'arrives avec un vaisseau en boule de bowling qui réfléchit, là. Et qu'est-ce que je m'en fous, tu vois, genre... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour moi, c'est le même problème avec son Blade Runner, tu vois, c'est que c'est beau, mais il n'y a pas de climax. En fait, dans Dune 2, c'est quoi le climax? Il y en a 3. C'est le duel avec Austin Butler, c'est l'attaque, c'est le bombardement, c'est quand il monte sur le verre. Je sais même pas lequel est le climax, tu vois. Il n'y a pas de montée où tu te dis, ok, là. Parlons du verre aussi, hein, mais Paul Atreides qui monte le verre, normalement c'est censé être un moment important aussi pour lui, parce que c'est aussi le vrai test qu'on lui fait passer en montant sur ce verre. Il y a quelque chose de magnifique qui est censé se produire. Quelqu'un qui n'était pas censé réussir, il le fait. Bah, j'ai pas ressenti moi toute cette énergie, toute cette puissance de cette déité, parce que les vers c'est vraiment des dieux sur Arrakis, et je trouve que c'est trop facile, je surfe en fait. Bah non gros, c'est pas du surf, t'es en train de monter un Tremors, donc il faut que ce soit cool quoi. Enfin, je trouve que le film est trop simple. Je trouve vraiment qu'il y a des choses à un moment donné, c'est beaucoup trop simple. La seule chose que je trouve utile et intéressante dans le film, c'est peut-être ce que le livre raconte, c'est l'arrivée d'un usurpateur en tant que messie au sommet. Parce que ça raconte l'ascension de Paul Atreides. Ça, c'était intéressant. Après, tout le reste, je trouve que c'est d'un inintéressant, mais c'est un truc de ouf. Hein. Les Harkonnen, on m'avait vendu ça comme étant... Non, les Sardaukar, on m'avait vendu ça comme c'était des guerriers super forts, tout ça. On les voit, c'est que des silhouettes dans le film, on s'en fout. Il y a pas l'idée de puissance qui est mise entre les différentes factions, les différentes civilisations. Je trouve que c'est n'importe quoi. J'ai été déçu de ouf. Pierre. C'est à peu près le même ressenti que j'ai eu. Quand je suis allé au cinéma, je me dis, 2h40, intérêt à m'accrocher. Et au final, j'ai regardé ma montre en plein milieu de film, en me disant, il reste encore tout ce temps-là. Enfin, comme pour le premier, en fait, je suis assez déçu de Denis Villeneuve sur ce film qui n'arrive pas pour moi à retranscrire à l'écran ce qu'il y a dans le bouquin. Mais après, on peut pas trop lui jeter la pierre vu que c'est pas le seul à cette plantée, entre guillemets. Même Lynch, finalement, il désavoue le film. Il aime pas du tout ce qu'il a fait. Enfin, après, c'est qu'il a eu la pression des studios, alors que là, pour le coup, Denis Villeneuve, il pouvait à peu près faire ce qu'il voulait, tout ça. Constat plutôt. Enfin, je trouvais que c'était froid, glacial, mais comme peuvent être les films de Denis Villeneuve en général, quoi. Et quand il s'essaye à la science-fiction, ok, ça peut donner des jolis plans, mais je trouve que le design était mieux fait dans Blade Runner. J'ai des choses à me mettre sous la dent, même si Blade Runner, je me suis endormi. Mais après, j'ai un problème avec Blade Runner, même le premier, il m'endort. J'ai vraiment du mal, à part l'univers qui est vraiment cool, quoi. Mais il y a matière à faire de meilleures choses. Je regrette que beaucoup de scènes, en fait, ce soit que des... il n'y a pas de maestria au niveau des plans. Des fois, tu vois des trucs gigantesques, magnifiques, mais on te laisse pas le temps de les apprécier. On passe à autre chose. Les cuts sont hyper rapides. Ouais, les cuts sont... C'est ça, moi. Il y a notamment une scène de dialogue dans un intérieur, et puis en fait, ça se conclut à la fin où tu as un personnage qui quitte le champ et la caméra va s'attarder sur l'autre personnage avec un plan plutôt large, et puis là, tu vois de la déco derrière. Tu dis, mais moi, j'aurais voulu voir ça dès le début de cette séquence, en fait. Pourquoi tu me le donnes à la fin et pourquoi tu me le mets que pendant 2 secondes, tu vois? En plus, ça avait l'air d'être super sympa ce qu'on voyait à l'arrière. Non, hyper déçu. Moi, je commence à en avoir marre des films où t'as des gens qui parlent sur est-ce que je suis un héros, est-ce que je suis pas un héros, qui suis-je dans ce monde, tu vois, c'est Matrix, c'est Neo, on l'a déjà vu ça, tu vois. C'est les années 70 en fait. La musique, les effets, tu vois, enfin, pour moi, c'est pas parce que ton film, c'est pas parce que tu vas mettre le son à fond avec une voix arabisante pendant 2 heures que ça te donne tout de suite un truc incroyable. Je n'ai retenu aucun thème musical du film. Je suis incapable de te chanter. Tu regardes Indiana Jones, tu regardes Les Dents de la Mer, tu regardes des films où John Williams il a œuvré en tant que compositeur. Tu vas retenir les thèmes tout de suite. Tout de suite, ils sont faits pour que tu puisses les retenir. Ici, il n'y a rien. La musique, elle est générique, comme dans la plupart des films. Donc, je suis aussi énervé que toi à ce visionnage, mais je m'y attendais un peu. Tu vois, je me suis dit, comme si le deuxième volet, il allait rétablir l'équilibre.
Pour moi, comme il y a un personnage qui dit à la fin du premier, ton aventure ne fait que commencer, j'ai l'impression que même au bout du 2, l'aventure n'a toujours pas commencé, quoi, tu vois. Ça fait 6 heures de film quand même. Hein. Et je suis pas prêt d'enquiller sur un 3e épisode, quoi. Ça je pense que ça manque d'ampleur, en fait, ça manque de mise à l'échelle. Tu sais, à la fin, quand ils disent la guerre des planètes, la guerre des mondes, tu sais, à la fin, ils commencent la guerre divine ou je sais pas quoi. Là. Ouais, la guerre sainte. Ça, on se rend même pas compte de est-ce que c'est si important que ça, parce qu'il n'y a pas de mise à l'échelle des puissances et tout, tu sais, ça manque d'ampleur, je pense, parce qu'à la rigueur, l'intro, enfin la première partie du film, quand il s'intègre aux Fremen, il apprend comment ils vivent, etc. À la limite, pour moi, c'est pas si mal. Tu vois, il apprend à marcher dans le désert et tout. C'est un côté, on est immergé dans avec les Fremen, ça pourquoi pas, tu vois. Mais après, quand c'est censé prendre de son envol, ça prend pas. Je pense que Villeneuve, c'est un mec un peu chiant. Ouais. Dans la vie. Il y a. Non, mais il y a trop de choses dans ce film qui me vont pas. Il y a beaucoup trop de choses qui me vont pas. Après, on peut quand même citer des bons films de Villeneuve. Prisoners, ça reste quand même cool à regarder. Très bien, Prisoners. Il y a ce film là dont j'ai oublié, tiré d'une pièce de théâtre. Là, Incendie, merci beaucoup. Incendie, très bon. C'était chouette aussi. C'est un film assez difficile à regarder, quoi. Et puis si vous voulez regarder un film où on est dans un climat chaud, où il y a du sable et le sable est palpable, il y a Sicario, quoi. Sicario, c'était un bon film de Denis Villeneuve et c'était pour moi c'est une référence chez lui parce que j'adore ce film, je trouve qu'il y a une ambiance particulière. Là, on sent la chaleur, on sent les états d'âme des personnages dans Sicario, parce que je ne vais pas vous le résumer, mais c'est palpable, tout est palpable. Il y a une séquence à la douane américo-mexicaine qui est incroyable. Il y a une séquence qui est filmée, c'est incroyable. Et là, j'ai l'impression qu'on se perd dans des plans académiques avec des gros plans. Comme tu disais tout à l'heure, il aurait pu être mis Dior à la place de Dune. Pour moi, c'était la même chose, quoi. Et non, s'il y en a encore dans ce studio qui aiment ce film, j'aimerais bien les entendre après. François qui lève la main. Je crois que tout le monde est parti. J'ai débranché mon casque avec mon pied à l'instant. Les gens sont tous partis à partir du moment où j'ai dit que donc nous, un avis partagé, non pas du tout d'ailleurs, un avis catastrophique sur Dune 2. Merci Tom pour avoir rebranché mon casque. Et on va enchaîner nous avec des petites recommandations un petit peu sur le cinéma ou autre chose. Moi ce sera un bouquin, je commence, c'est Les guerres de Lucas, Georges de son prénom, qui est sorti en octobre 2023 et c'est un roman graphique qui va revenir sur la genèse de à la fois Lucas et beaucoup Star Wars. Les castings, les tournages, comment ils ont fait les décors, les bruitages et tout. Et c'est super intéressant. Et pour ceux qui n'aiment pas trop lire, il y a plein d'images. Du coup, c'est pas vraiment de la lecture. Et c'est vraiment cool. C'est écrit par Laurent Hauptmann, je crois. C'est ça, Laurent Hauptmann. Et c'est scrupuleusement fidèle à la réalité historique, méticuleusement documenté, selon lui. Donc on accorde notre confiance. Et j'ai appris plein de trucs, donc je vous le conseille. Voilà pour moi. Les guerres de Lucas. Pierre, t'as fait un truc, toi, en Suisse. Ouais, j'ai fait un truc en Suisse. Je remercie ma copine qui m'a emmené en excursion surprise à Gruyère, donc en Suisse. Et c'était magnifique. Et donc Gruyère, c'est là où il y a le musée de H.R. Giger. Et visite fantastique. J'ai vraiment pris un kiff. J'ai passé 1 heure dans ce musée pour la modique somme de 12,50 €. Donc c'est vraiment très peu par rapport à tout ce que tu vois à l'intérieur. T'es vraiment immergé dans l'univers de Giger tout le long. Et si t'es un petit peu curieux, enfin si tu veux prolonger ton expérience, tu sors du musée, en face t'as le bar qui est complètement fait à la manière de Giger, quoi, avec cette déco qui est vraiment superbe. Enfin ouais, voilà, j'ai pris un kiff, j'ai envie d'y retourner. Giger qui est, pour les gens qui connaissent pas son nom. Ah, alors Giger qui est le créateur d'Alien, de la créature, quoi, qui avait déjà imaginé cette créature sans savoir qu'elle allait être reprise par Ridley Scott pour Alien. Et enfin voilà, tout est déjà là. Il avait en plus, on va faire le lien, mais avec Jodorowsky, qui du coup pour les Fremen avait besoin de designer leur univers, et il avait fait appel à Giger qui lui avait montré des dessins incroyables. Et vous pouvez retrouver ces dessins dans le reportage qui s'appelle Sur le Dune de Jodorowsky, qui dure une bonne heure là, qui est super intéressant. Jodorowsky's Dune. Voilà. Bien trouvé le nom. Sur du coup un projet qui n'a jamais été sur le grand écran, mais qui a été qui peut-être est le meilleur Dune peut-être avec Dali, avec finalement c'est le documentaire qui est mieux que les films, quoi.
Donc super intéressant sur Arte, il est sur YouTube et peut-être ailleurs. Victor, est-ce que tu as un truc à dire? Oui, j'ai une recommandation à vous faire. Allez pas voir Dune 2 au cinéma. Parce que ce serait t'as pas aimé? Ce serait perdre 2h46 de votre temps. Et je pense que le temps est très précieux, donc n'allez pas, c'est ma reco de la semaine. Je crois qu'il a pas aimé. Ouais, je crois que j'ai pas aimé non plus. Hein. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est cette émission du Tripodcast qui prend fin. Merci à vous d'avoir été avec moi. C'était super intéressant. Sorcerer, du coup, un classique. Non, déplaise à Victor. Victor, revois-le parce que t'es passé à côté. J'essaierai de le revoir quand j'aurai été un malfrat. Nous, on se retrouve bientôt pour parler de Boogie Nights. Ouais, je vais dire. The Crow. Rien à dire sur Boogie Nights. Et de voitures qui vont vite. Et de voitures. Entre autres, à la prochaine fois. Mettez des commentaires, partagez, etc. Et discutez avec nous. À la prochaine. À la prochaine. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. Je veux ta plaque, je veux ton arme, et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein?